Du président national du COSEF, c'est bien cela, Rokhaya Gassama. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Barthélémy, bonsoir. Bonsoir Binta Diallo, bonsoir également à notre invité. Alors, bonsoir Barthélémy. Alors Rokhaya, quelle est la lecture du COSEF sur la situation qu'a vécu le Sénégal ces derniers temps? Je tiens d'abord à vous remercier l'invitation. Je salue tous les Sénégalais qui me regardent aujourd'hui à travers votre chaîne. Je pense que le contexte qu'on a vécu pendant une semaine intense, a été vécu par le COSEF, mais par toutes les femmes du Sénégal et par toute la population sénégalaise, comme une situation extrêmement difficile, extrêmement violente, très surprenante, avec son corollaire de morts et de blessés. Ça me rappelle beaucoup 2012. Oui. Voilà. C'est très difficile. Vous êtes également la présidente du collectif des victimes et familles de victimes des violences politiques de 2012. Oui, effectivement. Ça me rappelle un peu cette situation. Effectivement. Ça me rappelle 2012 parce que 2012, ça a commencé d'abord en 2011. Oui. 2011 étant une période où la population sénégalaise avait vu une tentative de manipulation de la Constitution sénégalaise, un troisième mandat qui était en vue, mais également ce qu'on appelait la dévolution monarchique. Donc ça a été un moment où les différents partis politiques du Sénégal, à l'époque de l'opposition qui sont aujourd'hui au pouvoir, les organisations de défense des droits humains, mais également les organisations de la société civile d'une manière générale, se sont mobilisés justement contre cette tentative-là. Et il y a eu des manifestations quand même qui avaient opposé cette frange de la population sur le terrain avec les forces de sécurité. Et ça a conduit d'ailleurs à un policier qui est mort à l'époque, je crois que c'est Fodé Ndiaye, et paix à son âme. Et c'était sur une année de tension. Et au moment où on allait maintenant en 2012 vers les élections, donc c'était la campagne électorale, et cette période de campagne électorale a été très meurtrière parce que la population est sortie pour justement manifester et était confrontée également aux forces de sécurité. Et il y a eu beaucoup de morts. En tout cas, sur nos listes, il y avait une dizaine de morts. Il y avait presque une centaine de blessés également, de torturés, parce que ce sont des populations qu'on a torturées. Et je pense que l'idée, justement, m'était venue à ce moment-là, parce qu'on avait torturé un de mes enfants. L'idée m'était venue de mettre en place le collectif des victimes de violences électorales et des familles de victimes. Et je pense qu'à cette époque-là, la victime la plus célèbre à l'époque, c'était Mamadou Diop, parce qu'on avait vu que le dragon était monté sur lui. Et ça a été des images vraiment qui ont fait le tour du monde et qui étaient vraiment très choquantes. Et au-delà de cette victime, il y avait des personnes qui avaient été tuées à bout portant. Ce que je vous dis, c'est sur l'étendue du territoire national. Mais il y avait également des jeunes entre partis de l'opposition et partis au pouvoir. Et nous avons vraiment souffert pendant cette période-là. Est-ce que vous en êtes déjà avec les indemnités qu'on devait donner aux victimes et aux parents des victimes? Alors, il y avait deux aspects. Il y a l'aspect judiciaire et il y a l'aspect indemnisation. Oui. L'aspect judiciaire, il y a très peu de dossiers qui ont abouti qui sont allés jusqu'à terme. Nous avons suivi tous le dossier de Mamadou Diop, nous avons suivi d'autres dossiers, mais ces dossiers ne sont pas arrivés à terme. Mamadou Diop est arrivé à terme parce que comme c'était très médiatisé à l'époque, les autres dossiers, au niveau judiciaire, chaque fois on nous disait le dossier n'est pas complet, ou bien c'est perdu, etc., etc. Donc ça a été très difficile. L'autre aspect qui concerne les indemnisations, si vous permettez, parce que je suis souvent émue quand je parle des violences électorales, je pense qu'il y a quelques jours,
c'était la semaine dernière, si je ne me trompe, j'ai entendu l'honorable député Abdou Mbow dans une autre télévision dire que sur une question qui lui avait été posée justement par rapport aux victimes de 2012, il avait dit que toutes les victimes avaient été indemnisées par l'État du Sénégal. Ce n'est pas le cas. Et que ceux qui n'avaient pas été indemnisés, on leur a trouvé du travail. Alors, pour moi, j'apporte une précision parce que j'ai une liste. Et cette liste-là, c'est une liste officielle qui sont aussi détenues par les autorités sénégalaises. Et cette liste-là, il y a eu 2 indemnisations à Podor, 2 décès, une indemnisation toujours à Podor d'un blessé, une autre dont le papa chaque fois m'appelait jusqu'à il y a quelques mois, qui m'appelait où est-ce que ça en est parce que c'est très difficile pour nous, mon fils ne travaille pas, etc. Je dis jusqu'à présent il n'y a rien et ce monsieur est décédé il y a très peu de temps. Et il y a d'autres dossiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un talibé à Rufisque. Celui-là, les familles ont été indemnisées. Sinon, à Dakar, il y a un blessé qui a été indemnisé, qui est très connu d'ailleurs. Il y a un autre qui a été... Mais tout le reste, les dossiers sont restés en l'état. D'accord. On le sait souvent, le plus souvent, les blessés et même les victimes sont nombreux. Alors, comment s'organise un peu l'aide? Comment vous organisez l'aide? L'aide officielle de l'État ou bien notre aide personnelle? D'abord, le fait de les répertorier, voilà, les recenser, le recensement, et maintenant l'organisation du soutien. Voilà. Alors, le recensement a été facilité parce qu'à l'époque, la Croix-Rouge était sur le terrain, Amnesty International était sur le terrain, les différentes organisations de défense des droits humains sont sur le terrain, donc on a recueilli les informations officielles. Mais quand j'ai mis le collectif en place, d'autres sont venus me voir, mais sans pour autant qu'on prenne tout le monde parce qu'il fallait voir est-ce que c'est vraiment réel ou pas. Donc nous, on s'est basé sur les listes officielles qu'on avait des organisations officiellement basées au Sénégal, que ce soit, comme je disais, la Croix-Rouge ou la Ligue ou bien Amnesty. Et puis, par exemple, le Mamadou Diop, son père, est membre du collectif. Voilà. Il est membre du collectif. Donc, on s'est organisé pour avoir ces personnes-là avec nous et avec des documents officiels. Ils viennent avec des plaintes, ils viennent avec le papier du médecin qui atteste que cette personne a été vraiment blessée ou torturée. Je vous donne le cas, par exemple, d'un monsieur qui s'appelle monsieur Abdou Karim Miaté, qui faisait à peu près 120 ou 110 kilos parce qu'il était judoka, lui, il est toujours vivant, 120 je crois ou 110 kilos. Deuxième dan, si mes souvenirs sont bons, il s'est retrouvé avec 60-65 kilos après, parce qu'on l'a tellement torturé, ils l'ont pris, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, la police est entrée dans le zaouïe de El Hadj Malick et on a extirpé à ce moment-là des personnes, il en faisait partie, et on l'a pris au commissariat, on l'a torturé, tellement torturé que cette personne-là, elle n'est plus, je ne sais pas si je peux le dire à travers les médias, comme on dit en Wolof, nekk tout sax góor. Voilà, c'est-à-dire que tout a été détruit en lui, que ce soit au niveau psychologique et au niveau physique. Donc on a répertorié ces gens-là, on n'a pas répertorié tout parce qu'on n'a pas pu prendre tout le monde. Et quand on a eu ce nombre-là, on s'est organisé pour faire des conférences de presse, pour impliquer les autorités, parce que 2012, après c'était Macky Sall, le président Macky Sall, parce que pendant cette période de 2011 à 2012, les élections, c'était entre Macky Sall, le candidat, et Abdoulaye Wade, candidat. Donc, on les a interpellés officiellement. En 2012, il y a eu changement de régime. Voilà, il y a eu changement de régime. Qu'est-ce qui a été fait maintenant pour ça? Voilà, il y a eu changement de régime. Oui. Justement, ce qui a été fait, on les a saisis officiellement en leur donnant la liste officielle. Le président a instruit son ministre de l'économie et des finances pour que, au niveau des indemnisations, que le ministre puisse prendre ça en charge.
Le ministre de l'économie et des finances, à l'époque, je ne sais plus qui c'était. Le premier ministre de l'alternance. Non, le ministre de l'économie et des finances. Oui, voilà, de 2012. Oui. De 2012. Jusqu'à présent, rien n'a été. Non, après, il y a l'agence judiciaire de l'État qui a créé une commission interne qui avait regroupé les deux agents judiciaires. Il y avait un représentant des forces de sécurité, il y avait la police, la gendarmerie, pas la gendarmerie, comment on appelle encore, les militaires, qui avaient été représentés dans cette commission. Oui. Moi, j'y étais. Amnesty y était avec Seydi Gassama. Et on avait donné des dossiers avec des preuves même de violence où on avait torturé à mort des gens. Mais même avec ça, c'était compliqué. Chaque fois, c'était perdu. Chaque fois, le document, bon, il est là. Relancé, non? On a relancé, si. On avait été reçu même par le ministre, à l'époque, c'était Sidiki Kaba qui était le ministre de la Justice. Oui. Apparemment, les gens du ministère à l'époque nous disaient, mais puisqu'on est parti quand même avec les victimes pour exposer justement la situation difficile dans laquelle ces personnes étaient. Et puis, ils nous ont dit, mais nous, on ne savait pas que c'était comme ça. Ils étaient très émus par rapport à cette situation. Mais il n'y a pas eu d'avancée. Qu'est-ce qu'ils ont fait au-delà de l'émotion? Ah oui, non, mais il n'y a pas eu d'avancée. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je rectifie, parce que je ne sais pas de quelle liste M. Mbaou parlait, enfin, honorable député parlait, parce que ce n'est pas notre liste. Alors, il n'y a pas eu d'avancée dans le cadre de l'indemnisation des victimes des violences de 2012. Aujourd'hui, vous semblez avoir vous êtes en train peut-être de revivre la même situation. Psychologiquement, qu'est-ce que cela vous fait? C'est très difficile. C'est très difficile parce que je pense que j'étais sur un plateau hier, je le disais, je suis très émue. Quand j'en parle, je vous donne encore un autre exemple par rapport à ça. Il y a une dame, je crois une néerlandaise, elle doit être cinéaste, quelque chose, qui avait fait un film sur 2012, les violences. Et j'ai été invitée sans savoir que le film de mon fils était dans sa production. Voilà, dans sa production. Et ce film avait été projeté, j'étais invitée et quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas, je dis c'est pas possible. Et elle me disait que je ne pouvais pas te dire parce que je sais que tu es toujours dans l'émotion. C'est très dur. Votre fils a été blessé Ah oui, torturé, oui. Torturé. Avec quand même des séquelles, une hémorragie interne et tout. C'est très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois cette situation, parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe dans mon pays pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les Sénégalais sont devenus beaucoup plus exigeants par rapport à la gestion des gouvernants. Oui. Le président lui-même a dit qu'il a entendu le message des manifestants. Oui. Je ne sais pas si ça explique la violence. Je ne sais pas. Parce que la violence, à ce niveau-là, il faut vraiment chercher les germes. Oui. Il faut vraiment chercher les germes. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi en 2012, on est arrivé à tuer? Pourquoi en 2012, les jeunes sont sortis? C'est normal qu'ils manifestent. La manifestation est consacrée dans notre Constitution. Elle doit être légalement encadrée. Mais moi, ce qui me questionne, c'est pourquoi on en arrive à des violences telles que les forces de sécurité utilisent leurs armes et les jeunes répliquent ou saccagent. Absolument. Donc, est-ce que c'est lié à la pauvreté? Est-ce que c'est lié à un cumul de frustration? Je pense que la pauvreté... On peut manifester sans casser, absolument, sans qu'il y ait violence. Absolument, je suis contre. Moi, je suis non-violente, donc je suis de la société civile. Je ne suis pas politique, donc je dis les choses froidement, comme je les analyse. Et je pense que l'éducation que nous avons, c'est de pouvoir exprimer son mécontentement sans pour autant blesser quelqu'un, ni pour autant tuer quelqu'un. Et on a remarqué que dans la société sénégalaise, la violence a été banalisée. La violence, vous savez, même avant cette situation, vous vous rappelez qu'il y a énormément de meurtres. Mais est-ce que quelque part aussi, on ne peut pas mettre ça sous l'angle, parce que souvent on entend des déclarations du genre, les gouvernants plutôt, vous m'excusez, ne comprennent que le langage de la rue.
Quand on arrive à vouloir faire de cette phrase, ça devient compliqué. Les rapports de force. Alors, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de liberté de nous exprimer sans pour autant qu'on casse quoi que ce soit. Et ça me renvoie à l'éducation de base. Oui. Et je pense qu'on a un problème d'éducation où les parents, nous en tant que parents, on a peut-être failli quelque part. Mais également, il faut regarder et analyser le contexte dans lequel nous sommes. Oui. Nous sommes un pays pauvre. Pour moi, nous ne sommes même pas un pays émergent, on est un pays pauvre. Oui. Mais la pauvreté n'explique pas la violence. On a tous grandi dans la pauvreté, mais on était très contents de pouvoir manger un repas ou bien prendre le petit déjeuner ou les 3 repas selon les familles. Mais je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait que l'État ait mis énormément de milliards pour quand même équilibrer, si vous voulez, les forces au niveau central, quand je dis au niveau central, au niveau de la capitale et dans les collectivités territoriales, quand vous descendez sur le terrain, vous vous rendez compte que ces milliards-là, donnés pour développer l'éducation, pour développer la pêche, pour développer le secteur informel, les infrastructures, etc., les jeunes ne se sentent pas concernés. Oui. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut porter l'analyse. C'est un échec de politique publique? Je ne pense pas. Je pense que l'État a beaucoup fait. Mais il faudrait qu'on réfléchisse davantage sur l'impact des investissements. Il faut avoir peut-être le sens des priorités aussi. Oui. C'est-à-dire que réfléchir sur l'impact de ces investissements-là, voir sur le terrain. Parce qu'on nous dit, on a injecté tant nombre de milliards dans tel secteur et dans telle région ou dans telle localité. Mais est-ce qu'il y a un suivi pour voir ce qui est dit? Le nombre de milliards qui est investi dans ces secteurs-là, sur le terrain, dans les collectivités territoriales, quand vous y allez, vous, en tant que journaliste, est-ce que ça correspond à ce qui est dit? Mais quand on entend quand même Rokhaya, c'est ça le problème, en fait, quand on oublie les jeunes, on a investi beaucoup dans le secteur de la pêche. Pourquoi les jeunes se disent on n'est pas concernés? Le secteur de l'éducation, pourquoi quand on va sur le terrain, on a toujours des, comment on appelle ça, moi j'appelais ça avant les huttes, mais ce n'est pas les huttes, il y a les abris provisoires. Les abris provisoires, quand vous allez sur le terrain, vous les trouverez encore. Moi je pense qu'il faudrait qu'on arrive, parce que les collectivités territoriales n'ont pas les moyens, elles ont, comment on appelle, 9 compétences leur ont été transférées. Oui. Mais les moyens pour accompagner ces 9 compétences, il n'y a que les fonds de dotation. Il n'y en a pas. Oui. Il y en a pas. Alors, donc, quand aussi aujourd'hui on entend le président de la République dire c'est bien beau de faire des infrastructures, mais quand même il faut que je m'intéresse davantage à l'emploi des jeunes, à lutter contre la pauvreté. Est-ce que quelque part on peut analyser que le président s'est rendu compte qu'il n'a pas eu le sens de la priorité? Alors, je ne sais pas s'il n'a pas eu le sens de la priorité. Il a toujours parlé de réorientation budgétaire de 300 milliards sur 3 ans. Il faut évaluer tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas. Tout ce qu'il a investi en amont, avant qu'il ne dise ça, je sais qu'il a beaucoup investi, il a beaucoup fait. Bien. Mais est-ce que tous ces investissements ont été évalués? C'est ça le problème aussi. Au Sénégal, on n'évalue pas. Oui. On met toutes les politiques publiques, dans tous les secteurs, il faut qu'on arrive à ne plus politiser tout ce qu'on fait. Parce que la politisation générale de ce que l'État fait nous conduit à parfois nous aveugler un peu, on ne sait pas trop. Hein? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Si vous parlez, on va penser que vous êtes d'un camp ou bien de l'autre, alors que c'est pas ça. Oui. On réfléchit froidement. Quand on est en face du chef de l'État, je pense qu'il a l'amour de son pays et tout le monde a l'amour de son pays. Donc il va falloir qu'on ose dire les choses comme on les ressent, comme on les voit. Parce que nous sommes sur le terrain. Ce qui est dit, est-ce que ça correspond exactement avec l'investissement sur le terrain ou ça ne l'est pas? Donc si ça ne l'est pas, osez le dire. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on n'est pas... Et je pense que vous êtes organisés, les femmes aussi ont leur mot à dire sur cette affaire. Effectivement, parce qu'on est très impactés.
On est impacté, nous, en tant que femmes, parce que pendant une année, les femmes ont vécu, comme toute la population sénégalaise, cette restriction du Covid qui n'a rien à voir avec ce que les politiques publiques ont mis en place. Il faut savoir que, bon, ça on le sait, on n'a pas besoin, ça devient même un pléonasme si on le dit. Ça veut dire que tout le monde entier a été surpris par cette pandémie et n'était pas préparé. N'a pas amplifié la situation. Absolument. La crise a amplifié la situation. Parce que quand vous analysez la population, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien même au niveau central, le fait de confiner les gens déjà, de dire que ne sortez pas, mais également fermer à une... Qui avait l'habitude de sortir pour trouver de quoi manger. Absolument. Donc ça pose problème. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays avec une majorité de personnes qui est dans l'informel, que ce soit les hommes ou les femmes. Et nous, les femmes, on est très impactés parce que les femmes soutiennent beaucoup leurs époux, soutiennent beaucoup les enfants. Donc pour amener les femmes à pouvoir produire, c'est-à-dire à vendre ou bien à produire ce qu'elles produisaient, quand elles ne voient plus personne, c'est très difficile. Ça impacte sur les femmes. Donc là, c'est la bienvenue. Pardon ? Le président a dit que c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire à partir du 19 mars. C'est la bienvenue alors. Oui, non, mais c'est une bonne décision, parce que je pense que c'était prévu comme ça. C'est une bonne décision. Maintenant, il y a des étapes qui sont passées. Il va falloir quand même rétablir économiquement cela. Comment les emplois qui sont perdus, comment ceux qui avaient investi des millions dans un secteur, ils ne peuvent plus retrouver ces millions-là. Et c'est des familles qui sont impactées. Il va falloir mettre en place un autre programme de résilience économique. Je crois. Bon, les femmes sont très résilientes en même temps. Elles sont très résilientes. Elles ont trouvé des solutions, mais je pense que le président a dit qu'il va mettre beaucoup de milliards dans le secteur, comment on appelle, surtout au niveau des jeunes. C'est bien de mettre des milliards. Il ne faut pas oublier les femmes. Absolument. Parce que ce sont les femmes qui sont porteurs de projets. Et en même temps, ce sont les femmes qui sont dans les instances de décision pour porter les projets. Demander à l'État du Sénégal vraiment de pouvoir mettre des mécanismes qui leur permettent de pouvoir comment on appelle encore, participer au développement de leur pays. Je pense que c'est important. Merci beaucoup, Mme Rokeyatou Gassama, présidente du COSEF. Merci. Et merci, Barthélémy. Merci beaucoup, Binta Diallo. Merci également à notre invité, Mme Gassama. Merci beaucoup. Alors, juste derrière moi, retrouvez Cherif Diop et Souleymane Diang en édition spéciale avec comme invité Cheikh Tidiane Dièye. Il est le coordinateur de Sénégal Avenir Bounioubok. Très bonne soirée et à demain, Inch'Allah.